Madame, Monsieur, merci, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosque, le dernier numéro de la semaine, puisque nous sommes vendredi 2 février 2024. Alors, avec nos invités de ce matin, nous allons parler tout d'abord du sport. Actualité oblige, hein, c'est la rencontre d'aujourd'hui à 21 heures entre la République démocratique du Congo et l'équipe de la Guinée. Pronostic, qu'est-ce que les léopards doivent changer en termes de jeu. Nos invités vont nous en parler tout à l'heure. Autre sujet d'actualité, hier, nous avons commémoré un anniversaire triste, c'est la disparition du sphinx de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba. 7 ans après, qu'est-ce qu'on garde de ces grands hommes, Étienne Tshisekedi Wamulumba, par rapport à ses valeurs, ses principes? Nous allons en parler avec nos invités. Puis affaire Cheriba Okende qui rebondit la famille qui décide d'élever l'option définitive de l'enterrer, c'est-à-dire après près de 200 jours, la famille a décidé de l'enterrer malgré qu'il n'y a pas encore eu les résultats de l'autopsie. Nous allons en parler avec nos invités. Et la situation entre la guéguerre, hein, si je peux l'appeler comme ça, entre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, et l'inspection générale des finances. Nous allons également évoquer le sujet avec nos invités. Ils sont au nombre de 3 ce matin. Il y a Damien Terranova qui sera face à Walter Couille et Charlie Tansi. 2 sont déjà avec nous. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour les chers téléspectateurs. Je vous remercie d'avoir pensé à nous de nouveau en cette fin de semaine. Et je remercie la chaîne de continuer à promouvoir la vraie culture de la politique au Congo. Merci beaucoup et je vous prie une bonne suite. Et vous ne serez pas déçus. Merci à vous également. Walter Couille, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, bonjour à mon compatriote que je découvre pour la première fois sur le plateau. J'ai l'habitude de le suivre des fois quand il passe, mais c'est la première fois que je me retrouve avec lui sur le plateau. Mes salutations plutôt à tous les téléspectateurs de CCTV et puis on va échanger sur ces sujets que vous venez d'évoquer. Ok, alors on commence avec le sport. Actualité oblige, parce que là, j'ai vu déjà dans les rues de la capitale, tout le monde habillé au maillot des barres de la RDC. Oui, bon, nous espérons faire mieux, comme là en 68 ou en 74. C'est ce que veulent tous les Congolais. Nous souhaitons toutes les bonnes chances à nos léopards qui vont affronter l'équipe de la Guinée-Conakry. L'idéal est que nous fassions mieux que ce que nous avons fait parce que depuis le début de cette compétition, on est en train de ramper. Nous n'avons perdu aucun match et nous n'avons gagné aucun, sauf le tout dernier par tir au but, mais en réalité, nous n'avions fait que ramper jusqu'à ce jour. Il faut que nous puissions gagner le match pour espérer monter encore en puissance parce que si on continue avec ces systèmes de continuer à ramper, la Guinée risque de nous surprendre. Donc, le petit constat que j'ai fait est que nous n'avons pas vraiment d'attaquants qui marquent ou qui tirent vers le bois jusque-là. La défense fait bien le travail, la médiane aussi, mais jusque-là, nous n'avons pas quelqu'un de la trempe de Trésor Boutou ou qui d'autres là, Biscotte, voilà par exemple, ces gens-là. Il n'y a pas de joueurs comme eux. Jusque-là, je n'ai pas encore découvert quelqu'un qui tire régulièrement vers le bois et puis qui marque. Jusque-là, il n'y en a pas encore. Donc, on devra faire en sorte que ceux qui sont là aient aussi, disons, s'efforcent à faire mieux parce que, en tout cas, le rôle de l'attaquant ou des attaquants, c'est d'aller ou défoncer vers le bois. Mais si nous n'avons pas ces gens qui vont rencontrer le bois,
on risque de ramper et de ne pas marquer comme ce fut le cas depuis le début de la compétition. Et ça sera un risque pour nous parce que c'est ne pas, cette fois-ci nous perdons, nous quittons la compétition. Ça ne sera pas que non, on va affronter une autre équipe pour espérer monter. Non. Donc, je souhaite toutes les bonnes chances aux Léopards avec cette fougue de vouloir au finish remporter cette Coupe d'Afrique. Voilà. Alors, s'il faut parler en termes de pronostic, Walter Kouidjira. Je ne pronostique pas, mais je souhaite que nous puissions gagner. Parce que vous n'avez pas confiance. Jusque-là, non. Je dois être clair, je n'ai pas confiance jusque-là. Du début jusqu'à ce jour, nous avons, je disais, on continue de ramper. Moi, je veux une rupture avec le passé pour que nous ayons une équipe qui marque à ses débuts pour nous confirmer que nous sommes dans la compétition. Parce que on risque aussi de gagner la coupe et à la fin, avec les statistiques, dire qu'on a marqué seulement 2 ou 3 buts. Mais bon, on a atteint l'objectif de remporter la coupe. Mais je souhaite que nous fassions mieux que ce que nous avons fait jusque-là. S'agissant du pronostic, je ne pronostique pas. Je souhaite seulement que nous puissions gagner. Qui refusent d'endosser les statuts des favoris comme... non, on ne peut pas dire que nous sommes favoris. Vous voyez, nous avons battu le Maroc. Par rapport au Maroc, est-ce que nous étions favoris? Non. Il y a encore une autre équipe qui a été éliminée, l'Égypte. Est-ce que par rapport aux Égyptiens, nous étions favoris? C'est pour dire que c'est la compétition, tout le monde vient et veut faire le nécessaire pour avoir cette Coupe d'Afrique. Aller dire que non, sur les plans statistiques, en aucune fois, la Guinée nous a gagné, ça c'est nous faire des fausses illusions qui risquent de nous faire couler. Non, travaillons, marquons les buts aujourd'hui pour que nous puissions aller de l'avant, mais pas recourir au passé que la Guinée nous a gagné, jamais gagné où nous sommes favoris. Non, qu'on ne se détrompe pas. Cette coupe, il y a eu beaucoup de surprises depuis le début de la compétition et ne soyons pas victimes de nos propres illusions. Alors Damien Terranova, beaucoup de surprises. Il faut vraiment se méfier par rapport au pronostic ou il y a espoir? Bon, moi, d'abord, je ne suis pas très footballeur. Ouais, je suis le match par des personnes interposées. Ah bon? Oui, c'est par patriotisme que je pose des questions. Est-ce que les lots, tout ça? Sinon, moi, le foot, ça n'a jamais été mon lot. Je le suis rarement. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote. Hier, j'étais devant la télé le soir, à mes reposants. Alors, un moment, mon épouse dit, mais je demande à mon épouse s'il y avait match. Elle me dit, ouais, je pense qu'il y a match. Alors, elle met le canal 9. Hein. On voit un match. C'était Cap-Vert, Mauritanie. Alors, on dit, bon, écoute, on va suivre quand même ça. Alors, moi, je pensais que c'était le match du jour. Or, c'est un match en différé. C'était un match qui était déjà joué. Alors, un moment, j'étais en train de parler avec des amis qui sont éparpillés un peu à travers le monde. On était sur WhatsApp. Je faisais le dé à la fois. Et puis, à un moment, je connais un ami qui est très footballeur, qui a été même en Côte d'Ivoire, hein, la semaine passée. Et puis, je pose ma question, je dis, mais mon cher papy, c'est quel match il y a aujourd'hui? Bon. Alors, il se moque de moi en me disant, non, mais on est en repos, on reprend demain. Le match, alors je dis, mais je regarde des matchs ici, la mi-temps n'a pas fait 5 minutes, elle n'a pas fait 15 minutes. Elle me dit, non, il n'y a pas match aujourd'hui. Donc voilà, je suis un faux garçon, comme on dit. Hein. Je ne suis pas le match, donc je ne peux rien pronostiquer. Tout ce que je peux souhaiter, c'est de souhaiter la bonne chance à la République, parce que ça me fait quand même chaud, ça me fait du bien hein, quand nous passons sur les rues de Kinshasa aujourd'hui. Nous voyons des jeunes dames, des messieurs, tous habillés en vareuse et tout ça. Voilà, ça fait du bien. Et puis, très souvent, quand nous voyons des liesses, des gens sortir pour célébrer avec le drapeau et tout ça, ça montre que les gens sont vraiment attachés. Mais néanmoins, ce que j'ai découvert sur cette CAN, j'ai vu que le Congo, c'était vraiment le centre de l'Afrique. Vraiment le centre de l'Afrique. Pourquoi? Parce que lorsque le Congo a gagné dernièrement, on a vu la joie jusqu'au-delà des frontières congolaises. Vous voyez? Même au Rwanda qui nous agresse, les Rwandais ont célébré dans la rue la victoire des Congolais. Vous voyez? Et à Brazzaville, n'en parlons même pas. Quoi qu'ils sont en train de surveiller le fleuve.
Ils ont laissé quand même le fleuve, ils sont allés dans la rue pour retourner dans le fleuve. Et on a vu même au Gabon, vous voyez. Donc ça montre vraiment que le Congo, c'est ce qu'on appelle la charnière. Ce que Mobutu a appelé par Franck Fanon la gâchette du monde, hein, si pas de l'Afrique. Vraiment, et c'est là que je vais vraiment interpeller les politiques congolais, de prendre conscience de leur pays, de prendre conscience de la géographie de leur pays, et de ne pas tomber dans des bassesses telles que des pères et des mères. Hein. Vraiment, ce sont des bassesses notoires qu'il faut abandonner. Hein, et s'attacher, c'est vrai, nous devons être nationalistes, mais n'oublions pas que nous sommes la matrice même de l'évolution de l'Afrique. Vous voyez, et en cela, nous pouvons connaître ou avoir recourir à d'autres intelligences pour faire monter le Congo. Regardez aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous déplorons la médiocrité au niveau à la tête du pays. Or, l'excellence peut venir de n'importe où et de n'importe qui, pour que le Congo émerge enfin, pour que le Congolais sorte de cette pauvreté imposée par certaines personnes qui ont pris par accident de l'histoire la tête du pays. Madame, nous avons besoin de vrais Congolais, et ces vrais Congolais ne sont pas seulement liés des pères et des mères, non. Nous avons besoin des gens comme Mamadou Ndala, quelqu'un qui est né au Congo, grandi au Congo, il n'en connaît que ça, mais des pères sénégalais. Mais il y a quand même certaines histoires, certains sujets qui réunissent les Congolais. Là, on ne parle pas opposition. Mais justement, regardez ces foot. Regardez ces foot. Vous avez quelqu'un comme Piqué, par exemple. Des pères congolais, des mères suisses. C'est un garçon qui fait des prouesses. Vous avez beaucoup de jeunes là-bas qui ont même certains de double nationalité. Mais les foot, c'est pas la présidence. Hein. Là, non, mais justement, nous parlons... Comment on appelle ça? Les postes... Non, nous parlons des bonnes actions qui peuvent apporter au pays un plus. Même la présidence de la République, nous avons besoin des intelligences. Et ces intelligences peuvent nous venir de n'importe où, pourvu que nous allions de l'avant. Tous ceux que nous avons eus à la tête du pays se sont fait appeler Congolais des pères et des mères. Jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté de bien? Pour vous que ça nous apporte. Regardez la ville de Kinshasa, qui est gérée par un Congolais des pères et des mères. Aujourd'hui, c'est une ville la plus sale du monde. Nous-mêmes qui y vivons, on se demande, les gens qui sont au loin, quand ils voient les images, les immondices partout, ils se disent, mais là-bas, vous vivez comment? Vous respirez comment? Maintenant, madame, quand je venais, vu que nous n'avons pas de route, donc j'ai pris une moto pour arriver jusqu'ici, et tout le monde avait son mouchoir sur la bouche. Il bouchait le nez. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'immondices partout sur la ville et qui dégagent des odeurs nauséabondes. C'est pas normal. Et celui qui est à la tête de cette province, on dit qu'il est des pères et des mères. Mais qu'est-ce qu'il fait de son pays, de sa ville? Eh bien, c'est des choses comme ça, nous devons dire non. Nous avons besoin des intelligences, qu'ils viennent de pères ou de mères, mais qu'il soit une intelligence qui peut nous apporter un plus dans ces pays, afin que le pays aille de l'avant. Merci, c'est votre point de vue. Alors, nous prenons un autre sujet, c'est cet anniversaire malheureux, Walter Pouille, c'était 7 ans après la disparition d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Alors, 7 ans après, qu'est-ce que vous pouvez encore dire de lui? C'est trop tôt de parler de tout le combat d'Étienne Tshisekedi. C'est un grand homme. J'ai toujours dit qu'il revient à la patrie de penser à toutes ces personnes ou à tous ces fils, à toutes ces personnes illustres de notre République. Parce que sans histoire, nous ne saurons pas mieux nous projeter dans l'avenir. Il ne s'agit pas seulement d'Étienne Tshisekedi, ceci concerne le travail de mémoire collective pour toutes les personnes illustres de notre pays, dans tous les domaines, que ce soit politique, économique et autres. S'agissant par exemple sur le plan scientifique, nous avons le professeur Malou qui nous a aussi quittés il y a quelques années, qui est un grand scientifique qui était à la faculté des sciences comme l'un de ceux qui ont maîtrisé, des Congolais qui étaient en voie de maîtriser la technologie nucléaire. Mais
personne n'en parle, personne ne le connaît. Donc c'est comme ça que nous avons encore beaucoup à faire sur ce travail de mémoire. S'agissant de la mort d'Étienne Tshisekedi, je me rappelle le jour où sa mort est annoncée le soir, c'était entre 17h, 18h, il pleuvait ici à Kinshasa. J'étais autour du rond-point Willery, je venais d'une manifestation politique de l'opposition. À l'époque, nous étions en partenariat avec La Voix de l'Amérique qui m'appelle pour faire rapidement un papier. Et quand je fais le papier, on m'appelle, La Voix d'Amérique m'appelle pour intervenir avec leur direct. Je fais le direct. À la fin, plusieurs agences extérieures commençaient à me contacter pour me dire c'était vrai, ce n'était pas vrai. Qu'est-ce qui certifiait que l'information que je venais de donner sur La Voix de l'Amérique était vraie? J'ai dit non, j'avais eu des informations à partir des sources recoupées qui étaient autour de lui. Parce que depuis son évacuation, la dernière évacuation, j'avais gardé un contact soutenu avec l'un de ses très proches collaborateurs. C'était un jour sombre ou triste pour toute la famille UDPS et tous les sympathisants et tous ceux qui ont cru à Étienne Tshisekedi. Mais l'idéal est que le combat pour lequel il a consacré une partie de sa vie soit pérennisé par ceux qui se réclament tshisekédistes. Le constat aujourd'hui est qu'il y a des faux, des vrais faux et aussi des vrais. Mais la tendance majoritaire est que les gens viennent ou courent vers le pouvoir uniquement pour le pouvoir, pour le gain, le lucre, mais pas pour servir le peuple. Or, cet homme, toute sa vie, il a habité à Limete, il n'est pas venu résider ici à la Gombe alors que les gens découvrent plus tard qu'il avait une maison sur le boulevard du 30 juin, mais il a continué à rester là où il a habité de longues années à Limete, alors que la tendance aujourd'hui pour les ministres et même les députés, c'est de quitter la cité et de venir vers Sipa la ville, c'est ma campagne, Montfleury. Mais Limete aussi, c'est pareil, ma campagne. Limete des années 80, des années 70, ce n'est pas Limete d'aujourd'hui. Ah, c'était pas comme qu'on ça. se le dise. Ah, okay. Limete des années 80, des années 70, ce n'est pas Limete des années 90 ou des années 2000. Ça, nous devons en tenir compte. Donc, s'agissant de ce combat pour lequel l'UDPS avait été créé, où Étienne Tshisekedi a consacré une partie de sa vie, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Ceux qui se réclament tshisekédistes ont beaucoup à faire, autant que ceux qui se réclament guizenguistes ou lumumbistes ont encore beaucoup à faire. Le vrai problème en République démocratique du Congo, c'est l'idéologie, savoir la comprendre et militer pour ça. Ça, dans l'homme politique congolais, il n'y en a pas. On est géré par des hommes inconstants. Le matin, quelqu'un peut se dire kabiliste, à midi, il est tshisekédiste, et le soir, il est fayouliste. Ou l'inverse. Au jour d'aujourd'hui... La politique est dynamique, ils diront cela. Non, oui. le dynamisme dont il est question dans la politique, ce n'est pas de la prostitution politique. Mais aujourd'hui, c'est de la prostitution politique. Vous ne pouvez pas dire hier que Tshisekedi est mauvais le matin, tout d'un coup, vous revenez à dire qu'il est mauvais, qu'il est bon, sans dire quels sont les éléments qui vous poussent à dire qu'il est bon. Ou qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il est mauvais. Mais pour la plupart des cas, c'est quand on est à l'opposition ou quand on est opposé à la personne qui est au pouvoir qu'on dit tout le mal de lui. Mais une fois qu'il vous approche vers le pouvoir, le discours change. Et là, il le justifie en disant que c'est le dynamisme politique. Moi, je pense plutôt que c'est de la prostitution politique. Au jour d'aujourd'hui, je voudrais vraiment que ceux qui sont dans la politique active se consacrent à faire que nous ayons une visibilité ou, comme je le disais tantôt, une lisibilité dans le choix des animateurs de notre société. Comment ? Nous devons savoir les gens à qui nous donnons le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent, de quoi ils sont capables. Je sais qu'il n'y a pas de politiquement correct, mais nous devons moraliser la vie de notre société. Si on dit aujourd'hui que Étienne Tshisekedi, comme tout être humain, avait des fautes, mais il est l'une des personnes qui est restée constante dans son combat. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort.
bien qu'avant ou au début, il a travaillé avec Mobutu quand il était étudiant, et puis après ses études, il a été ministre ou l'équivalent actuel du ministre sous Mobutu avant qu'il quitte la barque du parti État ou le manifeste de l'Ancélé avec les 13 autres parlementaires. Mais depuis qu'il avait quitté Mobutu jusqu'à sa mort, il n'est plus rentré travailler avec Mobutu. Et même s'il avait été nommé Premier ministre... beaucoup de fonctions dans son parcours professionnel. C'est quelqu'un qui a été commissaire général adjoint de la justice, ministre de la justice, c'est ça. Oui, ministre de l'Intérieur, ministre de plan, ambassadeur au Maroc, plusieurs fois élu député, 4 fois Premier ministre, dont une fois élu à la conférence nationale souveraine, président de Air Congo et directeur général de l'École nationale d'administration. Oui, il a aussi géré Air Zahir de l'époque. Oui. Donc c'est pour dire qu'il a eu une carrière politique très très riche, mais quand il divorce avec Mobutu, il n'est plus revenu aux affaires. Okay. Ça c'est une évidence. Il a pris autant d'années dans l'opposition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous voyez les gens qui étaient avec Joseph Kabila, qui ont crié jusqu'en 2022 au soir de la chute du gouvernement Ilunkamba, moi j'en connais, qui disaient encore qu'ils vont tenir la barque avec Joseph Kabila. Mais le lendemain, c'était le changement des discours. Et quand vous suivez des gens qui étaient directeurs de cabinet de Joseph Kabila, ministre de l'Intérieur de Joseph Kabila, ministre des Affaires étrangères, au commis de l'État sous Joseph Kabila jusqu'en 2018, quand vous suivez leur discours aujourd'hui à l'Union sacrée, mais vous êtes perdus, vous pouvez tomber. Je vais revenir avec vous pour aborder ce point-là. Il est temps de donner aussi la parole à... Non, pour finir avec Étienne Tshisekedi, c'est une grande personne de ce pays. Et avec lui, comme les Gizenga, les Lumumba, nous devons avoir, à mon avis, j'ai souvent pensé ou proposé que nous ayons un panthéon, comme diraient les Français, où on peut garder, si pas leur corps, mais disons, les reliques de toutes ces personnes illustres pour perpétuer la mémoire de nos grands comme Malula, Simon Kimbangu. Ils sont nombreux. C'est question de voir qui a fait quoi pour ce pays afin que notre mémoire soit perpétuée. Alors Damien Terranova, vous également, qu'est-ce que vous gardez d'Étienne Tshisekedi 7 ans après, bien qu'on sait que quelqu'un qui est mort, on parle que de ce bien. Merci beaucoup madame. Monsieur Étienne Tshisekedi qui nous a appris que c'était la démocratie, qui nous a vraiment tous, je veux dire, aspirés dans l'opposition à l'époque. J'étais encore jeune quand le multipartisme a débuté et j'entendais parler de lui avant cela que je veux dire, des bouches cousues, vous voyez, et des gens parlaient à voix basse d'Étienne et ainsi de suite. Mais c'est le 24 avril, je pense 1989, je pense, ou je crois 1990. 90. Et c'est à cette date-là que je vais faire connaissance au FENS. C'est-à-dire, je vais le voir pour la première fois. Et nous qui étions encore trop jeunes à l'époque, nous nous sommes déplacés de là où nous étions vers sa maison. C'est à ce jour-là que je vais découvrir aussi sa maison. Le multipartisme. C'est ce jour-là, parce qu'il y avait une guerre ici à Kinshasa. On a couru dans tous les sens. Et alors, c'est là que nous sommes allés chez lui à Limete. Alors... je ne me rappelle plus si nous l'avons vu ou pas, mais je pense que nous étions tellement derrière. On était petits, hein, je crois j'avais 14-15 ans, je pense. Alors, c'est à ce moment-là. Mais quand on combat de M. Étienne Tshisekedi, je pense qu'aujourd'hui, on a craché dessus. On est en train de cracher dessus. Je ne pense pas que dans son fort intérieur, il voyait le Congo comme c'est maintenant. Il voyait la politique comme ça se passe maintenant. Parce que, au regard de choses aujourd'hui, c'est comme si rien n'a été fait par lui. Comme si rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que, plus grave encore, mon co-débatteur a parlé de Kabila. Oui, mais moi je vais parler de son fils biologique,
qui est monsieur Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait, monsieur Félix Tshisekedi? Il n'a rien de son père, en fait. Le combat que le père a mené de multipartisme, aujourd'hui, il est en train d'être bradé sur la place publique. Mais non, il y a plusieurs plusieurs partis, mallettes politiques, ça je suis d'accord. Mais des partis politiques, il n'y en a pas beaucoup. Vous, ensemble, c'est un parti politique. Aujourd'hui nous sommes ensemble, ouais. Mais est-ce qu'on nous donne les marges de manœuvre? Notre candidat, notre président est en résidence surveillée, une résidence qui ne dit pas son nom. Alors, s'il faut c'est justement ça, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Oui. C'est justement ça les combats que M. Étienne Tshisekedi, entre guillemets, menait. C'était le multipartisme, la liberté d'expression et la liberté, liberté de prestation. Vous parlez là en toute liberté. Non, mais pendant tout à l'époque de Mobutu, c'était le cas. Non, maman, non, mais nous, à l'époque de Mobutu, oui. On se réunissait là, à l'imité, et nous parlions. On n'avait pas de médias. Non, on n'avait pas de médias. Nous, à notre époque, on n'avait qu'un seul média ici à Kinshasa. C'était la RTNC. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut passer à la RTNC et critiquer M. Félix Tshisekedi? Mais il y avait des répressions. Non, mais justement, je suis là. Est-ce que je peux parler à la RTNC critiquant M. Félix Tshisekedi, la RTNC numéro 1, celle qui émet dans le monde entier? Non. Vous avez critiqué à l'époque de Kabila? Mais comment? À l'époque de Kabila non plus, on n'en avait pas. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que le combat que M. Étienne a mené est bradé. Est bradé aujourd'hui et par malheur encore par son propre fils biologique. Alors, et dont même son épouse est encore en vie. Alors s'il faut comparer aujourd'hui l'opposition d'hier qu'a menée Étienne Tshisekedi et l'opposition d'aujourd'hui, quelle serait la différence? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Non, moi, c'est pas qu'en son époque, on voyait des marches. Suffisait d'un... La seule différence, c'est le leadership. Monsieur Étienne avait un charisme. Que les opposants n'ont pas. Et il incarnait, oui, il faut le dire, que nos présidents actuels n'ont pas. Ah, donc on donne raison quand on dit l'opposition a pété. Non, ce n'est pas ça. On hausse la tête pour dire non que plus. L'opposition que nous avons fait aujourd'hui. Non plus. Ceux qui le disent n'ont pas fait l'opposition. Félix n'a pas fait l'opposition. Il n'était pas là. Quand nous étions sur la rue, lui n'était pas avec nous. Quand nous, on nous gazait, lui n'était pas là. Qu'on nous montre une seule vidéo, une seule, je dis, que Félix était avec nous sur le champ de bataille. Aujourd'hui, l'opposition peut donner un mot d'ordre, comme c'était le cas à l'UDP. C'est ça le problème, je vous dis, je vous parle d'un leadership. Monsieur Étienne Tshisekedi, c'était un leader charismatique. Vous comprenez? Ce qui manque aujourd'hui. J'ai plaint même à mon président Katumbi, qui ne peut pas envoyer les gens dans la rue. Il ne peut pas se lever lui-même. Maman, vous savez qu'à 97, nous avons marché avec les fentes délimitées jusqu'ici au Grand Hôtel où il devait être reçu par Mouzé. Totalement jusque là-bas. On a marché. Et arrivé là-bas, Mouzé a refusé de le recevoir. Nous étions là. Félix n'était pas là. Nous étions là. Et beaucoup sont tout autour là-bas aujourd'hui qui sont en train de se partager la RDC, les beurres de la RDC. N'étaient pas là. N'étaient pas là. Mais nous étions là. Parce qu'on avait cru à un changement. On voulait que ce pays soit un pays émergent. On voulait que ce pays ait de vrais leaders, en fait, le vrai dirigeant, qui ont le souci du peuple. Alors, on revient sur ces valeurs. Vous étiez en train d'énumérer les valeurs de Étienne Tshisekedi. Voilà, c'était un charismatique, je me répète. Et il nous a légué au moins ces charismes-là, où nous pouvons sortir et brader le danger, tout en sachant que nous sommes en train de le faire pour le peuple et pour le pays. Nous, on ne le fait pas pour l'argent. Nous, ce n'est pas la politique des hautes tours que je m'y mette. Comme ça a été aujourd'hui, malheureusement. On a chassé Kabila, soi-disant. Et on trouve que le kabylisme est pire que le Kabila lui-même. Donc Kabila lui-même, aujourd'hui, quand il observe la manière dont le pays est géré, il en pleure. Vous comprenez? Je vais parler aussi, s'il vous plaît, de la transhumance qui est à outrance aujourd'hui, dont mon co-débatteur a abordé. Mais écoutez,
Je venais de suivre un monsieur qui a été plusieurs fois ministre de M. Kabila, qui vient de le quitter récemment, je ne cite pas son nom. Mais ce vieux, quand il dit j'adhère à l'union sacrée, mais moi je tombe du haut. Je tombe de haut. C'est un kabiliste pur et dur. Aujourd'hui, il veut devenir tshisekidiste pur. Mais écoutez, c'est cette bassesse-là, c'est cette médiocrité que j'ai toujours imploré aux intellectuels congolais d'abandonner. Donc, Bamoni va vendu 2 ans, 4-5 ans, le côté est sauté, ils veulent venir vers Félix pour qu'il ait un poste, par exemple, un poste de sénateur, un poste de député, comme certains, hein, comme l'incontournable Mendre Lambert, hein, qui est aujourd'hui au Parlement, après avoir dansé sur Félix. Pourtant, il a insulté Félix plusieurs fois là, devant le média. Et aujourd'hui, Félix est devenu le Dieu sur terre. Mais non, cette médiocrité-là, nous devons la bannir au Congo. Il faudrait qu'il y ait des gens, des jeunes qui s'élèvent aujourd'hui et qui prennent conscience que nous devons avoir de l'idéal. Et l'idéal, c'est la République démocratique du Congo, point barre. C'est pareil avec Moïse, hein, il était avec Kabila, après c'était des critiques. Il fallait que c'est tous les politiques, ça touche à tout. Oui, Kabila a été avec Moïse, c'est vrai, parce qu'à un certain moment, ils ont épousé une seule idée du Congo, mais à un moment donné, lorsque Moïse se rendra compte que les intérêts de Kabila n'est pas la République démocratique du Congo, il était parti. La même chose, quand il a soutenu l'idée de l'union sacrée avec Félix, M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il s'est rendu compte que les attentes de la population n'étaient pas satisfaisantes, Moïse Katumbi est parti. Donc, ça veut dire que... Non, ça veut dire que... Non, madame, oui. Je pense que mon co-débatteur vous a un peu corrigé quand vous parlez de le dynamisme politique. Le dynamisme politique n'est pas la transhumance, madame. C'est pas toi que je m'y mette. Non. Le dynamisme politique vient par un courant de changement, non seulement de mentalité, mais aussi de changement de la gestion de la res publica. Ça, c'est le dynamisme. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est la transhumance, c'est la trahison, en fait. Ils ont trahi Kabila parce qu'aujourd'hui, ils sont devenus pires tshisekidistes que kabilistes, dont Kabila lui-même s'étonne. Avant de passer à un autre sujet, Walter Kouy, s'il faut faire aussi une différence entre l'opposition d'hier, d'Étienne Tshisekedi, et celle d'aujourd'hui. Non, mon compatriote l'a si clairement reconnu. J'en parlais avant d'entrer dans ce studio avec Prince Epengue, qu'ils doivent changer des paradigmes s'ils veulent porter haut leur combat, parce que la façon dont l'opposition avait mené les combats jusqu'en 2018 doit être très différente de celle d'aujourd'hui ou d'après 2018. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2018, on avait un régime qui avait fait autant d'années au pouvoir et on avait plusieurs regroupements ou plusieurs partis à l'opposition. Mais au jour d'aujourd'hui, une grande partie de ceux qui étaient opposants hier sont aujourd'hui au pouvoir. Une petite minorité est restée à l'opposition avec l'ancien régime d'hier. Donc, ils doivent revoir leurs calculs pour bien faire le combat. Parce que l'opinion dit ceci, mais à peine nous venons de dire non à Joseph Kabila ou le système Kabila en votant Félix Tshisekedi en 2018. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, vous avez constaté qu'à un certain temps, quand Fayoulou et le PPRD ou le FCC appelaient pour des manifestations, il n'y avait vraiment pas adhésion populaire. Parce qu'on disait, mais est-ce que ces gens de la Mouka comprennent ce qu'ils cherchent? Il a aussi, mon compatriote, ça a soulevé un autre problème. Les leaders politiques actuels de l'opposition n'ont pas le même charisme qu'avait, par exemple, Étienne Tshisekedi. Non, soyons clairs sur ce sujet. Aussi, le charisme se construit. Tshisekedi n'a pas eu ce charisme en un jour. C'est le fruit d'un combat acharné de longues années. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens pourront dire que Fayoulou est aussi grand qu'Étienne Tshisekedi. Non, qu'on ne se leurre pas. Ça nécessite un peu de temps, je ne dis pas plusieurs années, mais j'ai dit ça nécessite un peu de temps pour qu'il puisse se bâtir cette carrure d'un opposant charismatique, aussi populaire au-delà de Kinshasa qu'était Étienne Tshisekedi, et drainer les gens
au-delà même du territoire national. Ça nécessite un temps, ça nécessite vraiment de la détermination, de l'engagement, de la constance dans ses prises de parole, dans ses sorties médiatiques et dans sa façon de diriger ses troupes. L'idéal est qu'il écoute aussi ses conseillers. Nos acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, ont cette difficulté de ne pas mieux écouter leurs conseillers. En réalité, comme si les conseillers n'étaient là que pour les accompagner. Non. Quand vous désignez quelqu'un ou l'un de vos collaborateurs comme votre proche conseiller, il faut écouter ce qu'il vous dit. Et les conseillers, ne soyez pas aussi complaisants envers vos autorités pour ne dire que ce qui plaît à l'oreille de l'autorité. Ayez le courage de dire que ici, M. Fayoulou, en refusant d'aligner les députés, les candidats députés nationaux et provinciaux, vous avez tort. Et en allant vous-même comme président de la République, vous avez aussi tort. Donc, ces erreurs des jugements, d'analyse de la réalité politique doivent servir de leçon parce que nous avons une société équilibrée où il n'y a pas une majorité qui écrase l'ensemble parce que en face, il n'y a pas une opposition solide. Nous avons aussi besoin d'une opposition constructive qui vient comme contrepoids au pouvoir. Si tel n'est pas le cas, si ça ne se fait pas comme ça, il y aura usure du pouvoir et on risque de retomber dans les travers du passé. Parce que quand on ne se leurre pas, quelqu'un peut vous dire « je suis démocrate, démocrate, démocrate », mais l'usure du pouvoir crée l'incurie et l'incurie crée tous les désastres que nous connaissons dans nos sociétés. Raison pour laquelle, sous d'autres cieux, on a instauré le système de limitation de mandat parce qu'on sait que la personne peut se fatiguer, la personne peut s'user. On a affaire à des collaborateurs parce qu'ils se retrouvent, ils seront là à dire que vous êtes le meilleur, vous êtes le bon, sans vous, le pays ne va pas marcher. Moi, je dirais non. Lumumba est mort, Mobutu est mort, Etienne Tshisekedi est mort, Mzee est mort. Le pays survit, le pays avance. Raison pour laquelle nous devons mettre dans nos têtes qu'il n'y a personne n'est indispensable dans ce pays, dans cette société pour dire que sans lui, le pays ne va pas avancer. Travaillons tous avec un esprit de patriotisme pour faire avancer notre société. Il n'y a pas de vainqueurs, il n'y a pas de vaincus qu'il faut écraser. Il faut cette conscience politique, cette volonté de faire en sorte que notre pays aille de l'avant. Parce que tous les autres pays africains ne vont pas nous attendre parce que nous ne voulons pas aller de l'avant. Je vous disais sur ce plateau, moi j'ai quitté Kinshasa, je suis arrivé à Akula, nous sommes à l'Équateur, nous sommes en 2006. Pour quitter Akula sur la rive, en montant vers Kisangani, la rive gauche du fleuve Congo, et atteindre la frontière à Zongo, j'avais fait 2 semaines dans un véhicule, en 2006. Mais j'ai pris une voiture, je ne dis pas un véhicule, une voiture à Bangui, le lendemain, j'étais à Douala au Cameroun. Donc, traverser notre pays, c'est tout un problème. Mais quand vous êtes à Kigali, facilement vous atteignez l'océan Indien. Quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes, que ce soit à Brazzaville ou à Bangui ou un peu plus au nord, facilement vous voyagez par véhicule. Je me rappelle, j'ai fait voyager, bon, ils l'ont souhaité eux-mêmes, mes enfants et ma femme, de Conakry en Guinée-Conakry jusqu'à Bamako au Mali, par voiture, dans une voiture. Il ne leur a pas pris 2 jours. Mais ici chez nous, quitter Kinshasa jusqu'à Lodja dans une voiture, vous ne le ferez pas. C'est pour dire que nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons besoin des gens consciencieux. Et le président, quand il dit qu'il ne devra pas revenir sur les erreurs du passé, je souhaite que ça ne soit pas un vœu pieux ou un discours juste pour obtenir les acclamations de la foule qui était là. Il faut qu'il y ait une véritable rupture entre ce qui s'est passé lors de la législature passée, lors de son premier quinquennat, avec ce nouveau quinquennat. Il y a beaucoup de défis. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas en 5 ans qu'on va bâtir ce pays, mais il faut poser les jalons qui fassent voir aux Congolais et au monde que maintenant nous sommes en train d'aller de l'avant. D'abord annoncé, qu'on en parle un tout petit peu avant de conclure, c'est l'affaire Chérubin Okende. La famille a décidé d'enterrer, malgré qu'il n'y a pas encore eu le rapport de la justice par rapport à l'autopsie. Quelle est votre lecture? Ma lecture est macabre, madame. Ça fait pitié.
Ça fait très pitié, ça fait mal au cœur de voir que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils manquent l'humanisme. M. Chéribin Okende n'était pas n'importe qui dans ces pays. Il fut ministre, il fut DG plusieurs fois et il était député. Son seul péché, c'était d'être à côté de Moïse Katumbi. Son seul péché. Et il en a payé le prix. Il en a payé le prix parce que les détracteurs de Moïse Katumbi n'ont pas voulu ou n'ont pas aimé de voir Chéribin à ses côtés. Mais plus grave encore, c'est de voir que M. Chéribin, on a traîné son corps après un assassinat crapuleux. On traîne son corps, on le garde pendant plus de 10 mois, vous avez dit. 6 mois. 6 mois. Mais écoutez, pourquoi? Parce que l'autopsie a été faite juste 1 mois après. Et le rapport de l'autopsie ont été rendus. Aujourd'hui, sa famille a attendu ce rapport. Le rapport n'est pas arrivé. Finalement, elle est fatiguée. Et plus grave encore, madame, j'ai suivi l'avocat, monsieur, l'avocat de la famille, comment il s'appelle encore Laurent Diema. Monsieur Laurent, qui dit que la famille préfère abandonner les poursuites avec la justice congolaise pour continuer les poursuites avec la justice belge. En tout cas, si moi j'étais président de cette république, je tomberais d'en haut. Je mourrais pour éclaircir la situation. C'est grave de voir que les fils du pays n'ont plus confiance dans leur justice. C'est grave. La Bible dit un pays sans justice. Oui, parce que la famille est impatiente. Non seulement impatiente, il a trouvé la supercherie dans cette justice. La justice n'est pas équitable. Parce qu'on vous dit que le meurtre a été commis au Congo. Ok. Mais qui l'ont fait? On ne vous dit pas. On garde le corps. Et on va découvrir que le procureur avait fait une note à l'inspecteur depuis l'année passée. Je pense octobre ou novembre. Mais le type a gardé la note. Jusqu'aujourd'hui. Ce n'est qu'avant-hier que la famille est entrée en possession de cette autorisation qui a été faite depuis l'année passée. Vous voyez, c'est là, c'est cette médiocrité qui nous gère là, qui est un problème dans ces pays. Et nous devons tout faire, nous qui avons la conscience que le pays doit aller mieux, de se soulever et de faire partir ces médiocres. Merci. Mon co-débatteur a parlé, que le chef, M. Félix Tshisekedi a dit qu'il ne reviendra plus dans les erreurs du passé. Mais les erreurs du passé sont pérennes. Ils sont là. S'il veut être un modèle, parce qu'il se l'est octroyé en organisant une parodie d'élection électorale, il doit faire de son mieux pour ne fût-ce que laver son image, que ce soit national et international. Alors, je suis de cœur avec la famille de l'honorable Chéribin Okende, qui était un monsieur bien, vraiment un monsieur bien. Moi, je l'ai vu, j'ai reçu de ses bonnes grâces. Hein, j'ai une très belle histoire avec lui, c'était vraiment mon vieux. Et il répondait toujours au téléphone par rapport à d'autres. Même quand il était ministre aux affaires de transport, j'ai été à son bureau. Il m'a reçu comme s'il recevait son homologue ministre. Merci. Donc un mot aussi par la rapport République à cette affaire. déplore la perte de ces grands messieurs, mais son esprit veillera toujours sur le Congo. Chéribin Okende, c'était un homme très intelligent, un homme modéré. Il n'était pas dans les extrêmes. C'est vraiment très triste. Rappelez-vous, quand on annonce le début d'enquête, l'autopsie, je vous avais dit, c'est triste, il n'y aura pas de résultats. Je l'avais prédit que nous ne découvrirons peut-être jamais les résultats de cette autopsie, que peut-être l'opinion publique ne saura pas dans quelles circonstances il est mort. Il est mort, il a été assassiné, c'est comme l'a dit le compatriote, c'est un assassinat crapuleux et pareille chose ne devrait pas se répéter.
On a cru que pareille chose ne devrait pas se répéter après la mort du juge Yanni. Rappelez-vous aussi, les enquêtes n'ont jamais révélé qui a assassiné ces juges. Nous devons revoir notre passé si nous voulons que l'avenir soit radieux. Parce que pareil meurtre, pareil assassinat ne devrait pas se répéter dans ce pays. Malheureusement, nous avons les services qui sont là, peut-être qui savent ce qui s'est passé, mais qui ne diront jamais. C'est ça la réalité avec notre pays. C'est vraiment très triste pour sa famille. C'est aussi triste pour tous ceux qui se battent, tous ceux qui consacrent leur vie pour les autres. Ça n'encourage pas pareille chose. Mais l'idéal est que ceux qui ont la volonté de travailler pour la patrie ne se découragent pas, ne puissent pas s'affaiblir, mais qu'ils tiennent debout, qu'ils aient les ressources, les forces pour aborder ou affronter l'avenir. C'est ça, je suis triste, j'ai toujours été triste parce que c'est quelqu'un que je connaissais particulièrement. Il a eu à me donner deux ouvrages, dont l'un qu'il a lui-même écrit. C'est malheureux pour lui, surtout pour sa famille. La décision de la famille d'enterrer... Mais je vous dis que même si la famille attend pendant 10 ans, on ne leur donnera rien. Aucune vérité cohérente ne sera dite sur ce qui s'est passé à court ou même à moyen terme. Je propose, ou à mon avis, je propose que la famille arrête de faire le deuil en faisant reposer pour l'éternité le corps de cette illustre personne dans un cimetière. C'est la seule solution pour le moment parce que l'épouse ne doit pas, nous sommes africains, vous savez, quand vous perdez votre époux, vous devez rester là dans l'état de deuil, Mokuya comme le disent, jusqu'à ce que le corps soit enterré. Aussi longtemps que le corps n'est pas enterré, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Et il faut que le deuil s'arrête. La femme ne doit pas souffrir et même les enfants ne doivent pas porter ce fardeau du deuil autant de mois, 6 mois, 7 mois après. Je pense qu'il est temps que la famille prenne ses responsabilités avec la famille élargie, femmes, enfants et oncles, neveux, que tout le monde se convienne sur ce qu'il faut faire pour qu'ils mettent fin à ce deuil. Parce que je ne vois pas ceux qui ont fait l'autopsie ou quoi dire qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et même s'ils le disaient, ça sera du farfelu. Ah, paix à son âme, on peut plus dire ça. Merci Damien Terranova. Merci Walter Pouille. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'est la fin de Kiosque. Bon début de semaine à tous. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.